Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle live conférence sur le diabète. Donc, comme vous le savez, ces dernières semaines ont été consacrées plus particulièrement au diabète en période de Covid. Nous avons essayé de parcourir assez largement l'actualité. À ce sujet, le docteur Bénichou vous a exposé les premiers résultats de l'étude Coronado, donc sur le profil des patients diabétiques hospitalisés pour Covid. Il s'agit de la première étude mondiale chez le diabétique qui détermine les facteurs de risque de faire une infection Covid sévère. C'est une étude qui a été promue par le CHU de Nantes sous l'initiative du professeur Caribou. Donc si vous êtes intéressé, on vous rappelle justement les premiers résultats de cette étude, je vous laisse soit vous référer à l'article qui a été publié sur notre site Diabète 66 dans la partie blog, soit revoir en replay la précédente ILAB du docteur Bénichou, donc de la semaine dernière. Voilà, donc maintenant, évidemment, si vous avez des questions sur le Covid, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre, mais nous avons proposé en début de semaine de reprendre nos e-live à thème, et j'ai souhaité pour aujourd'hui ouvrir la discussion sur la prise en charge des dyslipidémies chez le patient diabétique, parce que je pense que c'est un thème important. Voilà, donc qu'est-ce qu'on entend par dyslipidémie? En fait, la dyslipidémie, c'est un excès de graisse dans le sang, soit de cholestérol, soit de triglycérides, qui peut, à plus ou moins long terme, donc lorsque ces graisses sont en excès et s'accumulent, entraîner des effets néfastes sur la santé. Donc l'hypercholestérolémie ou excès de cholestérol est un des facteurs de risque cardiovasculaire qui participe à la formation des plaques d'athérome au niveau de la paroi des artères. Et ces plaques d'athérome, lorsqu'elles s'accumulent, elles vont entraîner un rétrécissement de la lumière de l'artère, ce qu'on appelle aussi une sténose ou une obstruction. Et ce rétrécissement ou cette obstruction va pouvoir aboutir à terme à la constitution d'une maladie cardiovasculaire, c'est-à-dire un infarctus du myocarde ou un AVC ou encore une artérite des jambes, des membres inférieurs. Il faut savoir que les pathologies cardiovasculaires sont responsables de 4 millions de décès par an en Europe et constituent la deuxième cause de mortalité en France. Donc, ce qui est important, d'où la nécessité de prendre en charge l'hypercholestérolémie au même titre que les autres facteurs de risque cardiovasculaire. Voilà, c'est important de les prendre en charge. Et chez le diabétique, on sait que chez le diabétique de type 2, plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire peuvent s'associer et favoriser les pathologies cardiovasculaires, donc c'est important de le prendre en charge. Chez le diabétique de type 1 également, il faut penser à les dépister. Voilà, donc là on a parlé de l'excès de cholestérol, mais il faut savoir qu'on peut aussi présenter un excès de triglycérides. Voilà, je vois une question, donc vous souhaitez que je vous rappelle ce que sont les triglycérides. Donc les triglycérides sont une forme de réserve d'énergie pour le corps. Et les triglycérides, c'est aussi un type de graisse. Et en fait, les excès de triglycérides peuvent, eux, entraîner, lorsqu'ils s'accumulent vraiment en quantité très importante, une pancréatite aiguë, c'est-à-dire une inflammation aiguë du pancréas, qui se manifestera par une douleur abdominale au niveau du creux épigastrique ici, intense, qui peut traverser, donc c'est-à-dire qu'on appelle ça une douleur transfixiante, qui peut aller traverser comme ça et aller jusqu'au niveau du dos, qui peut s'accompagner de nausées et de vomissements, et qui survient généralement après un repas. Donc ça, c'est la symptomatologie de la pancréatite aiguë, et un excès de triglycérides peut aboutir à une pancréatite aiguë. Un excès de triglycérides peut également entraîner une stéatose hépatique. Qu'est-ce qu'on appelle la stéatose hépatique? En fait, c'est une accumulation de graisse au niveau du foie. On peut appeler ça aussi un foie gras. Donc, l'accumulation de triglycérides peut provoquer l'accumulation de graisse au niveau hépatique, au niveau du foie, et ainsi un foie gras, qui peut avoir également des conséquences néfastes pour la santé. Lorsque vous faites un bilan du cholestérol, un bilan lipidique, un bilan des graisses dans le sang, vous pouvez voir en fait sur vos analyses plusieurs paramètres: le cholestérol total, le LDL et le HDL cholestérol. Vous avez certainement entendu parler du bon
et du mauvais cholestérol. Alors, à quoi ça correspond tout ça? Il faut savoir que ce qu'on appelle communément le mauvais cholestérol, en fait, c'est le LDL cholestérol. C'est le cholestérol qui va du foie vers les cellules, et c'est lui qui participe à la genèse des plaques d'athérome. C'est le LDL cholestérol qui est athérogène, c'est le mauvais cholestérol. Par opposition au bon cholestérol, qui est donc le HDL cholestérol, et en fait, c'est la forme du cholestérol qui va des cellules vers le foie pour y être dégradé, participant ainsi à l'élimination du cholestérol et à la protection des artères. Voilà. Il faut savoir, avant de répondre à vos questions, donc juste je voulais vous préciser que le traitement de la dyslipidémie chez le diabétique, elle se base sur des recommandations. Il y a eu des recommandations françaises, notamment de l'AFSAPS initialement, puis de la Haute Autorité de Santé, la HAS, en 2017, mais ces recommandations ont été abrogées. Celles de la HAS ont été abrogées en novembre 2018. On s'est basé donc sur les recommandations de la Société européenne de cardiologie et d'athérosclérose de 2016, qui préconisait chez le patient à très haut risque cardiovasculaire d'abaisser le LDL cholestérol, donc le mauvais cholestérol, en dessous des 0,70 g par litre, alors que chez le patient à haut risque, on abaissait à 1 g par litre. Ces recommandations ont été revues et il a été publié en 2019 de nouvelles recommandations de la Société européenne de cardiologie qui préconisent une intensification du traitement et des objectifs de LDL cholestérol. Et chez le patient à très haut risque cardiovasculaire, notamment le diabétique de type 2 avec atteinte d'organes, c'est-à-dire rétinopathie, néphropathie, neuropathie ou atteinte cardiovasculaire, ou chez le diabétique de type 2 avec plus de 3 facteurs de risque cardiovasculaire, ou encore chez le diabétique de type 1 qui va avoir un diabète qui évolue depuis plus de 20 ans. Donc ces patients-là sont considérés comme à très haut risque cardiovasculaire, et l'objectif n'est plus de 0,70 g par litre, mais de 0,55 g par litre. Donc les recommandations ont été revues à la baisse en termes de baisse de LDL cholestérol, puisque les études ont montré qu'une baisse du LDL cholestérol entraînait une prévention de la morbimortalité cardiovasculaire. Voilà. Si les objectifs, voilà, ces objectifs, je les ai rédigés, je les ai rappelés dans un article qu'on a publié en début de semaine sur le site Diabète 66. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez le détail des objectifs préconisés par la Société européenne de cardiologie. Alors, voyons voir si nous avons des questions. Donc, bonjour à tous. Christelle, vous me dites que vous êtes diabétique de type 1. Vous reprenez le travail la semaine prochaine, vous êtes assistante maternelle, vous avez la boule au ventre. Donc je pense que vous parlez, oui, de la reprise du travail par rapport au Covid. On en a parlé déjà sur les séances précédentes. Donc sachez que le diabète de type 1, si il n'est pas compliqué et si vous n'avez pas de comorbidité, pas d'obésité associée, l'étude Coronado dont on a parlé montre que vous ne faites pas partie comment dire, ce n'est pas le fait d'être diabétique de type 1 uniquement sans comorbidité, sans obésité, sans complications, n'est pas plus à risque de forme sévère. Voilà, bien sûr, il faut respecter les mesures barrières. Alors, Florence, vous me dites, les valeurs cibles ou objectifs recommandés ne sont souvent que sur le LDL, mais qu'en est-il du HDL? Sur quelle valeur doit-on se baser? Effectivement, le HDL cholestérol, donc on a vu que c'était le bon cholestérol, c'est un paramètre qui est important également, il est important de le prendre en compte dans la prévention du risque cardiovasculaire. On sait qu'un HDL élevé est protecteur en termes de protection cardiovasculaire, en termes de risque cardiovasculaire, et il convient de viser un HDL cholestérol chez l'homme de plus de 0,40 g par litre et chez la femme de plus de 0,60 g par litre pour avoir un effet protecteur. Pour augmenter votre HDL cholestérol, donc le bon cholestérol, vous pouvez faire une activité physique régulière puisque l'activité physique majore le niveau de HDL. Alors, Brigitte, vous me dites, voilà, qu'est-ce que je pense de la levure de riz rouge? Donc Brigitte, en fait, la levure de riz rouge comment dire, va être prescrite par certains médecins, mais surtout prise par certains patients lorsqu'ils sont intolérants aux statines, notamment qu'ils présentent des myalgies. Il faut savoir que le principe actif de la levure de riz rouge, finalement, s'apparente à la statine
mais que la baisse du LDL cholestérol que va provoquer la levure de riz rouge sera peut-être moins intéressante qu'une statine. Donc je pense que la levure de riz rouge, on peut effectivement la prendre lorsqu'on a essayé plusieurs statines, qu'on a essayé plusieurs traitements, pas que des statines, il y a d'autres traitements qui peuvent faire baisser le LDL cholestérol, et qu'on reste intolérant à tous ces traitements. Là, effectivement, vous pouvez prendre un peu de levure, prendre de la levure de riz rouge, en sachant que l'intolérance aux statines, et notamment les douleurs musculaires, peuvent être prévenues dans certains cas par la prise en fait d'un complément alimentaire, le coenzyme Q10, que vous pouvez trouver sous la forme d'oméga-quinol, ubiquinol. Donc il peut être associé au traitement par statine afin de limiter les douleurs musculaires. Voilà, c'était la question également d'Annick. Annick, vous avez des douleurs sous statine, des crampes. Je pense qu'il faut revoir votre médecin traitant, lui dire que vous avez des douleurs musculaires sous statine. Il va probablement changer soit la dose du traitement, soit la statine. Ce n'est pas parce qu'on a des douleurs musculaires avec une certaine statine qu'on aura des douleurs musculaires avec les autres statines. Donc ça vaut parfois le coup de changer de statine, de réduire la dose si la dose que vous avez actuellement provoque les douleurs. On peut tenter de réduire la dose, et on peut également associer ce traitement dont je vous ai parlé, l'oméga-quinol, le biquinol, qui peut limiter les douleurs musculaires. Alors, donc Mounir, vous me demandez s'il est bien de prendre un citron pour éviter le risque cardiovasculaire. Alors, un citron par jour, bon, je ne pense pas que c'est pas ce qui est recommandé en tous les cas pour diminuer le risque cardiovasculaire, mais je pense que c'est une question intéressante parce que ça permet d'introduire les principes diététiques justement dans la prévention cardiovasculaire et la réduction du cholestérol. Et c'était d'ailleurs une question qui nous a été posée par Esata dans la semaine, qui demandait comment diminuer le cholestérol sans prise de médicaments, sans traitement pharmacologique. Donc, pour baisser votre cholestérol, on va vous conseiller d'avoir une alimentation équilibrée, qui soit justement pauvre en aliments riches en cholestérol. Les aliments riches en cholestérol sont les œufs, les abats, le foie, donc il faut limiter la consommation de ces produits-là. Limiter également les aliments riches en graisses saturées, les viandes grasses, notamment viande rouge, la charcuterie, le fromage, la crème fraîche, le beurre, les pâtisseries, les viennoiseries. Vous avez également les huiles de coco, de copra et de palme qui sont riches en acides gras saturés et qui doivent être évitées. Et il convient, pour améliorer votre taux de cholestérol, de favoriser les acides gras polyinsaturés qui sont intéressants pour la santé. Les acides gras polyinsaturés, ce sont les oméga 3, les oméga 6 et les oméga 9. Vous les trouvez dans les poissons gras, sardines, maquereaux, saumon, thon. Vous les trouvez également dans certaines huiles, et notamment les huiles de lin, huile de colza, tournesol, noix, olive. J'en oublie certainement. Voilà, donc c'est intéressant de favoriser ce type d'huile plutôt que des graisses saturées. Et puis, il convient également de majorer la part des fibres dans votre alimentation que vous trouvez dans les végétaux, les fruits, les légumes, mais également les céréales complètes. Donc voilà pour l'alimentation qui permet, les principes diététiques qui permettent de réduire le mauvais cholestérol et d'améliorer l'état cardiovasculaire. Voilà. Alors, est-ce que les triglycérides baissent avec les oméga 3? C'est une question de Leila Cheraga. Effectivement, les triglycérides baissent avec les oméga 3, mais avant tout, pour faire baisser les triglycérides, on va jouer sur la diététique. Les triglycérides sont très sensibles à la diététique. C'est-à-dire que ce qui fait monter les triglycérides, il y a trois facteurs essentiels qui font monter les triglycérides. Ce sont le surpoids ou l'obésité participe à l'hypertriglycéridémie. Donc lorsqu'on est en surpoids ou en obésité, on va vous conseiller de réduire si possible votre poids, de faire une activité physique régulière, d'équilibrer votre alimentation, de réduire vos apports caloriques en vue d'une perte pondérale qui améliorera les triglycérides. Le deuxième paramètre, c'est le fructose, la consommation de fructose que vous allez trouver dans les fruits,
dans les compotes et les sucres, en général, augmente les triglycérides. Donc on vous conseillera d'avoir une alimentation pauvre en sucre et en fructose notamment, ne pas dépasser 2 à 3 fruits par jour lorsqu'on a un problème de triglycérides. Et puis le dernier paramètre, c'est l'alcool. Ça ne veut pas dire que, voilà, comment vous dire, l'alcool peut avoir une action sur les triglycérides, qu'il soit consommé en grande quantité, mais également en faible quantité chez les patients qui sont prédisposés à augmenter leurs triglycérides à cause de l'alcool. De petites doses d'alcool peuvent également faire monter les triglycérides. Donc on vous conseillera de limiter votre consommation d'alcool. Donc jouer sur le poids, réduire la consommation de sucre et de fructose et réduire, voire interrompre la consommation d'alcool fait baisser les triglycérides. Si ceci n'est pas suffisant et que vos triglycérides sont élevés, on pourra prescrire éventuellement un traitement par fibrate qui a une action sur la baisse des triglycérides, et par oméga 3. Les oméga 3 que vous trouvez donc dans les poissons gras, que vous trouvez également dans les huiles de lin, de colza, de noix, et que vous pouvez trouver également sous la forme de gélules qui ne sont pas remboursées. Alors la dose, ça dépend en fait de votre tolérance, de la prescription de votre médecin. Voilà, donc je pense que vous pouvez monter, enfin, il n'y a pas de dose bien spécifique, vous démarrez à dose progressive, mais ça doit rentrer dans un ensemble et surtout préconiser dans un premier temps les règles diététiques. Si vous avez un problème à la fois de cholestérol et de triglycérides, on privilégiera dans un premier temps au niveau thérapeutique la baisse du cholestérol avec l'initiation d'un traitement par statine parallèlement aux mesures diététiques. Et si tout cela ne suffit pas et que vous gardez un niveau de triglycérides très élevé malgré la diététique et les statines, on peut discuter d'y associer un traitement par fibrate, mais ça reste à évaluer au cas par cas avec le médecin. Donc, Santatra, vous me dites que vous êtes diabétique de type 1 et vous avez toujours un trouble hormonal, est-ce normal? Alors, je ne sais pas de quel trouble hormonal vous parlez, il faudrait préciser votre question, s'il vous plaît. Alors, est-il vrai qu'on peut désormais faire le bilan lipidique non à jeun selon certaines équipes? Donc Léla, non, le bilan lipidique doit se faire à jeun. C'est la meilleure façon d'évaluer vos paramètres lipidiques puisqu'ils varient que vous soyez à jeun ou après un repas. En fait, ces paramètres varient, donc il est important de le faire à jeun. Annick, vous me dites que vous êtes diabétique, mal équilibré, en surpoids. Quels sont les risques que vous encourez? Alors, un diabète mal équilibré au long cours peut entraîner des complications, on en a déjà parlé. Le diabète peut favoriser des complications micro- et macro-angiopathiques. Qu'est-ce qu'on appelle complications micro-angiopathiques? Ce sont des complications qui vont toucher les petits vaisseaux, et notamment la rétine au niveau de l'œil, les reins et les nerfs. Donc on peut voir apparaître avec le temps, lorsque le diabète est mal équilibré pendant plusieurs années, une rétinopathie diabétique, une néphropathie ou une neuropathie. Et on peut voir également apparaître des complications cardiovasculaires, macrovasculaires, qui touchent donc les gros vaisseaux. Ce sont des complications cardiaques au niveau des artères coronaires, avec un rétrécissement, voire une obstruction des artères coronaires et de l'angine de poitrine ou un infarctus du myocarde. On peut voir apparaître de l'artérite au niveau des jambes, donc des douleurs à la marche, des plaies qui peuvent apparaître à cause de l'artérite parce que les jambes ne sont plus bien vascularisées. Et on peut voir apparaître également un rétrécissement des artères du coude, ce qu'on appelle les troncs supra-aortiques, qui peuvent favoriser la survenue d'accidents vasculaires cérébraux. Donc le diabète est un des facteurs de risque cardiovasculaire, comme l'hypercholestérolémie, comme l'hypertension, comme l'âge ou l'hérédité. Donc on jouera non seulement sur l'équilibre du diabète, mais également sur les autres facteurs de risque cardiovasculaire pour éviter l'apparition des complications, notamment des gros vaisseaux. Le fait d'être en surpoids, si vous avez un surpoids androïde, c'est-à-dire une répartition des graisses au niveau abdominal, au niveau viscéral, ça constitue également un facteur de risque cardiovasculaire. Et il est important de prendre en charge le surpoids et l'obésité
comme on l'a dit, en équilibrant l'alimentation, en réduisant les apports caloriques lorsque on est hyperphage, qu'on mange beaucoup et qu'on dépasse sa satiété, on peut réduire les apports caloriques et en privilégiant aussi une activité physique régulière, puisqu'on sait qu'une baisse de 5% seulement du poids est déjà intéressante au niveau en termes de prévention des complications. Alors, donc Mounir, vous me dites que votre maman elle vomit 5 fois par mois, elle prend de l'ésoméprazole, elle a un diabète de type 2, elle a 69 ans. Que faire pour enlever ce traitement et réduire les acides? Alors, là, je pense qu'il faudrait en fait vous rapprocher d'un gastro-entérologue parce que ça ne concerne pas trop la diabétologie. L'ésoméprazole, c'est un traitement qui permet de diminuer les reflux acides. Maintenant, si elle vomit, il faut savoir est-ce que c'est à cause de ça qu'elle vomit ou autre chose. Voilà, j'ai pas plus de renseignements par rapport à son diabète. Quand on est diabétique et qu'on vomit, il faut toujours faire attention à l'équilibre du diabète. Est-ce que c'est pas, habituellement c'est chez le diabétique de type 1 ou le diabétique de type 2 qui arrive à un stade d'insulinopénie, c'est-à-dire que le pancréas est très essoufflé, il ne produit plus suffisamment d'insuline et la carence en insuline peut provoquer également ce qu'on appelle une cétose, de l'acétone et des vomissements. Donc chez le diabétique, il faut toujours faire attention à vérifier qu'il n'y ait pas d'acétone, surtout quand on est diabétique de type 1 ou diabétique de type 2, plutôt mince et qu'on manque d'insuline. Voilà, maintenant je ne pourrai pas répondre plus précisément à votre question. Alors, Karine, vous me demandez si une activité physique régulière pourrait permettre de faire baisser votre cholestérol et de diminuer la prise des traitements oraux. Effectivement, l'activité physique régulière fait partie des recommandations dans le cadre de la prise en charge des dyslipidémies, donc la prise en charge non pharmacologique des dyslipidémies. Donc il convient de réaliser si possible une activité physique régulière de 30 minutes 5 fois par semaine, 30 minutes par jour, 5 fois par semaine. Donc on conseille de faire 150 minutes minimum d'activité physique modérée par semaine ou 75 minutes d'activité intensive par semaine. Comme je vous l'ai dit, l'activité physique est intéressante sur l'élévation du HDL cholestérol. Et le HDL cholestérol, c'est le bon cholestérol, c'est celui qui est protecteur au niveau cardiovasculaire. Donc effectivement, l'activité physique fait partie intégrante du traitement de l'hypercholestérolémie et des facteurs de risque cardiovasculaire en général. Alors, Pierre, vous me demandez... Alors, je ne sais pas si on a perdu la connexion, je ne pense pas. Donc, moi, je continue. Si jamais il y a un souci, vous envoyez-moi un message. Donc, Pierre, vous me demandez si l'arrêt du traitement de l'hypercholestérolémie chez un diabétique de type 2 peut provoquer une nouvelle augmentation de celui-ci. Effectivement, Pierre, l'arrêt du traitement d'hypercholestérolémie va entraîner une augmentation de votre taux de LDL cholestérol, puisque c'est grâce au traitement, si vous êtes à l'objectif, c'est grâce au traitement que vous êtes à l'objectif. Donc le fait d'arrêter un traitement risque d'entraîner une augmentation de votre cholestérol. À ce sujet, il est intéressant de parler de l'étude de l'assurance maladie. Je pense que vous avez tous entendu parler du livre de Philippe Even de 2013 et de cette campagne de désinformation sur les statines. L'assurance maladie a fait une étude dans les suites puisque les patients, par peur des statines, ont arrêté massivement leur traitement et a montré que le risque d'événements cardiovasculaires à l'arrêt des statines était multiplié par 3. Donc il est important, lorsque vous êtes intolérant aux statines, d'en reparler à votre médecin pour trouver une solution parce qu'effectivement le fait d'arrêter un traitement par statine n'est pas dénué de conséquences. Les études, il y a eu de multiples études qui ont publié des résultats favorables sur la prévention de la morbimortalité cardiovasculaire, que ce soit chez le patient diabétique ou chez le non-diabétique, lorsque on faisait baisser le LDL cholestérol chez les patients à haut risque ou très haut risque cardiovasculaire. Donc la baisse du LDL cholestérol dans la prévention cardiovasculaire, elle est actuellement indiscutable. On sait qu'une baisse de 0,39 g de LDL cholestérol, que ce soit avec statine ou pas, va entraîner une réduction de 23% des événements coronariens, donc du risque d'angine de poitrine, d'infarctus du myocarde, une réduction de 20% des décès cardiovasculaires, de 17% des AVC et de 10% de mortalité toute cause dans les 5 ans.
Donc une baisse de LDL cholestérol entraîne une diminution du risque cardiovasculaire. Donc ça a été prouvé par de multiples études et on ne peut pas discuter de ces résultats-là. Donc arrêter un traitement, je pense qu'il faut le voir si vous avez une intolérance, vraiment en discuter avec votre médecin. Alors Florence, on vous a parlé de l'ézetimibe parce que vous êtes intolérante aux statines. Est-ce aussi efficace? Donc effectivement, l'ézetimibe, c'est un des traitements de l'hypercholestérolémie. Les recommandations de l'ESC, de la Société européenne de cardiologie, préconisent d'utiliser les statines en première intention. En deuxième intention, si on est intolérant aux statines ou si le traitement par statine ne suffit pas, on pourra initier de l'ézetimibe, que vous trouvez sous le nom commercial d'Ézetrol, lorsqu'il est seul, mais que vous pouvez trouver également en association à des statines, sous la forme de Inegi, de Liptruzet, quand c'est associé à l'atorvastatine, ou sous la forme de Liporosa ou Twincor, si je ne me trompe pas, donc lorsque c'est associé à la rosuvastatine, le Crestor. Donc l'ézetimibe agit différemment par rapport aux statines. La statine, elle va diminuer la production hépatique, donc la production de cholestérol au niveau du foie, en agissant sur une enzyme au niveau du foie. Alors que l'ézetimibe va diminuer l'absorption digestive du cholestérol, donc elle va diminuer l'absorption du cholestérol alimentaire. Ce qui fait que ces deux traitements sont complémentaires. Maintenant, si vous êtes intolérante aux statines, que votre médecin a essayé plusieurs statines et que vous ne les tolérez pas du tout, vous pouvez effectivement essayer le traitement par ézetimibe qui induira une baisse du LDL cholestérol. Alors, Estève, vous me demandez si les effets du Trulicity sont bénéfiques sur la sensation de satiété. Est-ce qu'il périclite? Alors, je ne comprends pas. Ah oui, à mesure qu'on prend le traitement. Effectivement, donc le Trulicity fait partie de la classe des analogues du GLP-1, tout comme l'Ozempic, comme le Victoza, le Byetta. Et ce sont des traitements qui vont agir sur l'équilibre glycémique, qui vont permettre, au moment où vous allez manger, d'augmenter la sécrétion d'insuline par le pancréas pour pouvoir réguler la glycémie. Ça va permettre également de ralentir la vidange de l'estomac, donc l'estomac se vide moins vite, et d'agir au niveau du centre de la satiété, au niveau cérébral. Donc effectivement, cette molécule permet d'améliorer la sensation de satiété. On a moins faim, on mange moins lorsqu'on est sous Trulicity, mais effectivement, les effets peuvent s'épuiser avec le temps. Alors, Pierre, vous me demandez si le traitement par statine peut entraîner une fonte musculaire dans le temps. Alors, généralement, non, ça n'entraîne pas de fonte musculaire. Ça peut entraîner des douleurs musculaires, ce qu'on appelle des myalgies. Maintenant, chez les patients qui présentent des myalgies, il faut quand même faire un dosage d'un marqueur qu'on appelle les CPK. C'est un marqueur du muscle parce que ça peut, dans certains cas, entraîner également des myopathies. Donc une pathologie du muscle, et ça c'est important de le rechercher parce que s'il y a une myopathie, il faut arrêter la statine. Voilà, selon le niveau de CPK. Lionel, vous me dites que vous êtes diabétique de type 2 équilibré avec une HbA1c à 5,5%. Vous avez une hypertrophie ventriculaire gauche, donc au niveau du cœur, avec une fraction d'éjection préservée. Vous êtes insuffisant rénal chronique grade 4, vous êtes sous novonorme. Vous êtes suivi par le cardiologue tous les 6 mois, votre HDL est à 0,50, le LDL est à 0,89. D'accord, vous cuisinez à l'huile d'olive, pépins de raisin. Donc l'huile d'olive, l'huile de pépins de raisin sont des huiles qui sont riches en acides gras polyinsaturés, donc c'est intéressant effectivement. Vous n'avez aucun traitement par statine, est-ce que vous êtes à risque? Donc Lionel, vous êtes diabétique de type 2, vous avez une insuffisance rénale chronique, donc vous êtes considéré comme à très haut risque cardiovasculaire. Ce qui veut dire que selon les nouvelles recommandations de 2019, votre LDL cholestérol doit s'abaisser, on doit viser un objectif de LDL cholestérol en dessous des 0,55 g par litre. Donc c'est une cible qui est assez basse, mais c'est ce qui est recommandé depuis 2019. Donc je pense effectivement que si votre LDL reste 0,89, c'est vrai que c'est un taux qui est intéressant lorsqu'on n'est pas diabétique, on n'a pas de facteur de risque, mais comme je vous ai dit, vous êtes à très haut risque. Donc je pense qu'il faut baisser d'autant plus votre LDL cholestérol, en rediscuter peut-être avec votre médecin traitant ou votre diabétologue ou même votre néphrologue qui vous donnera les conseils les plus adaptés. Maintenant, continuez à consommer huile d'olive, huile de pépins de raisin et diminuer les acides gras saturés, c'est ce qu'on préconise au niveau diététique.
Alors, Alain, vous me dites que vous êtes nouveau résident perpignanais, diabétique de type 2, et vous demandez si vous avez droit, je pense que ce dont vous me parlez, c'est le capteur freestyle libre. Vous me parlez de badge pour le contrôle de votre taux de glycémie. Oui, c'est le capteur freestyle libre dont vous me parlez. Donc ce n'est pas un badge, c'est un capteur que l'on place au niveau de la face postérieure du bras qui permet justement d'avoir son taux de glucose de manière instantanée. Alors, Alain, tout dépend de votre traitement. Le capteur freestyle libre n'est remboursé par la sécurité sociale que si vous êtes traité par au moins 3 injections d'insuline par jour. Si vous n'avez pas 3 injections d'insuline par jour, vous pouvez l'acheter, mais il ne sera pas remboursé par la sécurité sociale. Alors, Boubou, Dia, vous me dites que vous êtes diabétique de type 2 depuis, je pense, 17 ans. Vous avez de l'hypertension, une hypercholestérolémie. Vous faites 82 kg pour 1,88 m. Vous prenez du glucophage 3 grammes par jour, Galbus 50, atorvastatine 10, donc qui est une statine, Rapidpril 10 pour la tension. Alors, je vais afficher la suite de la question. Dernier résultat, donc le HDL 0,56, ce qui est bien, triglycérides 0,81, très bien, et le LDL 0,79, hémoglobine glyquée 6,5. Voilà. Est-ce que vous devez continuer à prendre l'atorvastatine? Donc effectivement, vous devez continuer à prendre l'atorvastatine. Et il faut même, je pense, se poser la question si votre LDL reste au-dessus de 0,70, voire 0,55, de majorer peut-être la dose d'atorvastatine à 20 mg, puisque vous êtes à haut risque cardiovasculaire. Donc j'aurais tendance à recontrôler un prochain bilan lipidique d'ici 3 à 6 mois. Et si le LDL reste supérieur, peut-être à intensifier votre traitement par statine en mettant du 20 mg. Alors, donc Estelle, vous me demandez si l'hypertriglycéridémie, si l'hyperglycémie, pardon, a une influence sur le cholestérol et inversement. Alors, l'hyperglycémie a surtout une influence sur l'hypertriglycéridémie. Il faut savoir que lorsqu'un diabète est déséquilibré, surtout chez le patient diabétique de type 2, en surpoids, obésité, on a une élévation des triglycérides, puisque, comme je vous ai dit, les triglycérides s'élèvent en fait avec le sucre, le fructose, mais également le déséquilibre de diabète. Donc ça a surtout une incidence sur l'hypertriglycéridémie. Maintenant, comme je vous ai dit, le diabète, tout comme le cholestérol, sont des facteurs tout comme l'hypercholestérolémie, sont des facteurs de risque cardiovasculaire, donc il faut les prendre en charge, voilà, comment dire, de manière complète et il ne faut pas s'attacher, le diabétologue ne va pas s'attacher à prendre en charge uniquement le diabète, mais à regarder également les facteurs de risque cardiovasculaire qui s'y associent. Alors, voilà, soit Nef Ahmed, vous me demandez à quel chiffre faut-il introduire un médicament dans l'hypertriglycéridémie. Alors, comme je vous l'ai dit, bon, une hypertriglycéridémie, elle est définie au-delà d'un chiffre, au-dessus de 1,50 g par litre. On va d'abord prendre en charge l'hypertriglycéridémie avec des mesures diététiques et contrôler les triglycérides, le bilan lipidique avec les mesures diététiques, dans un premier temps. Puisque la diététique influence très fortement le taux de triglycérides. Maintenant, si vous gardez un taux, selon les recommandations, de plus de 5 g par litre, là, il faut quand même envisager la mise en place d'un traitement par fibrate. Alors, Fadila, vous êtes diabétique de type 2 depuis 4 ans, cela fait 40... Alors, pardon, vous avez 41 ans, vous êtes sous metformine, Januvia, Diamicron, votre hémoglobine glyquée est à 8,9%, vous avez mal aux jambes, de plus en plus. Est-ce que c'est lié au diabète? Y a-t-il un remède? Alors, donc Fadila, la première chose à faire, c'est équilibrer votre diabète. Votre diabète n'est actuellement pas équilibré. Vous êtes à 8,9% d'hémoglobine glyquée. Donc, il faut revoir votre traitement. Peut-être pourrait-on envisager chez vous la nouvelle classe thérapeutique, le Forxiga, si vous n'avez pas de contre-indication et que, voilà, et que vous le tolérez. Ça pourrait être intéressant, puisque ça peut agir aussi... en plus d'équilibrer le diabète, il a une action sur la baisse de la tension artérielle, sur la perte pondérale et sur la prévention rénale, des complications rénales et cardiovasculaires. Donc ça peut être intéressant d'envisager ce traitement chez vous, en remplacement ou pas du Januvia, voire peut-être discuter un traitement par analogue du GLP-1, type Trulicity, Ozempic notamment, ou Victoza, puisque vous n'êtes pas à l'objectif d'hémoglobine glyquée et on sait qu'un diabète déséquilibré va provoquer au long cours
des douleurs des jambes à cause d'une neuropathie qui pourrait survenir. Donc la neuropathie, c'est une atteinte des nerfs des jambes qui peut se manifester par des douleurs, par des sensations bizarres, des fourmillements, des picotements, des décharges électriques. Donc si vos douleurs se manifestent de la sorte, ça peut être une neuropathie diabétique. Première chose à faire, équilibrer le diabète. La deuxième chose, on peut éventuellement mettre en place un traitement si cette neuropathie est invalidante. Et vous avez plusieurs types de traitements, comme le Cymbalta, le Lyrica, le Neurontin. Il y a plusieurs classes thérapeutiques qui peuvent être prescrites dans ce cadre-là. Il faut aussi s'assurer que vos douleurs ne soient pas liées à une artérite, à une artériopathie des membres inférieurs qui se manifesterait par des douleurs qui surviennent à la marche. Vous marchez, vous avez des douleurs dans les jambes, dans les cuisses ou les mollets, et puis lorsque vous arrêtez de marcher, cette douleur disparaît, et lorsque vous reprenez la marche, la douleur revient. Si c'est le cas, il faut faire un échodoppler des artères des membres inférieurs pour éliminer un rétrécissement des artères qui doit alors justifier une éventuelle revascularisation auprès d'un chirurgien vasculaire. Donc voilà, chez le diabétique, lorsqu'on a des douleurs des jambes, il faut rechercher la neuropathie et l'artériopathie qui se traitent effectivement. Est-ce que la marche simple fait partie de l'activité physique, me demande Boubou. Évidemment, la marche simple fait partie de l'activité physique. Une activité physique modérée et même plus faible est déjà intéressante au niveau de la prévention cardiovasculaire et au niveau de la réduction glycémique. Donc toute activité physique est bonne à prendre. Marion, vous me demandez si un régime équilibré et une activité physique peuvent permettre de réduire, voire arrêter un traitement de l'hypercholestérolémie. Alors, je pense que si on vous a mis un traitement pour votre hypercholestérolémie, c'est que votre cholestérol était trop élevé par rapport à l'objectif. Il faut savoir que la diététique et l'activité physique font partie intégrante du traitement, on l'a répété, mais elles ont une action qui est quand même moins importante que le traitement par statine. Donc souvent, les traitements sont complémentaires. Maintenant, tout dépend de votre niveau de cholestérol de base, de votre niveau de LDL cholestérol de base. L'ESC donc préconise, comme je vous l'ai dit, recommande certains objectifs selon le niveau de risque, mais recommande également chez les patients à très haut risque et à haut risque de faire baisser le LDL cholestérol de 0,50 g par litre par rapport à la valeur de base. Et l'activité physique et le régime ne sont parfois pas suffisants et il est important à ce moment-là de mettre en place un traitement pharmacologique. Donc je pense que voilà, c'est un ensemble. Maintenant, il faut voir quel était le niveau de départ de votre LDL cholestérol, quel est le niveau actuel de LDL cholestérol. Si vous avez un niveau de LDL cholestérol qui est très très bas avec le traitement, on peut peut-être se permettre d'arrêter transitoirement, contrôler et voir ce qui se passe. Alors, Christian, vous me dites ne pas prendre ces 3 repas par jour, je pense, donc par conséquent pas de médicaments et c'est un problème pour un diabétique de type 2. Alors, Christian, je vous répondrai que il faut les apports alimentaires doivent répondre à votre sensation de faim et de satiété, c'est-à-dire que si vous n'avez pas faim au petit déjeuner, on ne va pas vous demander absolument de prendre un petit déjeuner. Maintenant, si vous avez des traitements hypoglycémiants, il faut pondérer ce que je dis, c'est-à-dire que si vous êtes sous insuline et que vous ne mangez pas de féculents, vous avez un risque d'hypoglycémie. Donc il faut voir déjà quel est le type de votre diabète, vous êtes diabétique de type 2, quel est le type de votre traitement, est-ce que vous avez des subfamilles d'hypoglycémiants, est-ce que vous avez de l'insuline, si c'est le cas, voir à quel moment de la journée vous les prenez. Si vous ne faites que 2 repas par jour, à ce moment-là, ne prenez pas votre sulfamide au moment où vous ne mangez pas, parce que vous risquez de faire une hypoglycémie. Mais si vous ne faites pas de petit déjeuner, que vous mangez que midi et soir, vous pouvez prendre votre traitement midi et soir. La metformine, il est conseillé de la prendre au moment d'un repas pour limiter les effets indésirables digestifs. Mais si vous la tolérez bien, vous pouvez la prendre le matin même si vous ne déjeunez pas. Donc ça, c'est vraiment à discuter au cas par cas. Il n'est pas indispensable, lorsqu'on n'a pas de traitement hypoglycémiant, de faire des repas réguliers, et même lorsqu'on a des traitements hypoglycémiants, on peut l'adapter. Donc c'est à voir ça avec votre médecin. Louloute, vous me dites que vous avez un LDL à 0,43, triglycérides à 1,52. Est-ce que vous n'êtes pas trop bas sans LDL? Vous êtes sous statine, donc non, vous n'êtes pas trop bas sans LDL.
Les études ont montré que plus on abaissait le LDL cholestérol, plus on prévenait le risque cardiovasculaire. Donc non, il n'y a pas de risque à l'heure actuelle à avoir un LDL à 0,43 g par litre, au contraire. Alors, Régé Avic, vous me demandez combien de temps un diabétique de type 2 peut se passer d'insuline? Y a-t-il des durées moyennes? Non, il n'y a pas de durée moyenne. Tout va dépendre de votre profil. C'est-à-dire qu'un diabétique de type 2, lorsqu'on découvre le diabète, en général, il y a déjà plusieurs années qui se sont écoulées sans que l'on ait constaté d'hyperglycémie. Donc il faut savoir que plus on attend avant de traiter un diabète, plus il y a un risque que le pancréas s'essouffle et qu'on arrive à l'insuline. Donc il ne faut pas tarder à traiter un diabète. Dès qu'on découvre un diabète, on va mettre en place un traitement qui ne sera pas a priori de l'insuline dès le départ, puisque le patient ne va pas manquer d'insuline tout de suite. Par contre, avec le temps, il est possible que le pancréas s'essouffle et que le patient nécessite de l'insuline. Donc il n'y a pas de durée définie, tout dépend du patient, c'est vraiment au cas par cas. On sait qu'un patient qui va commencer à manquer d'insuline, on peut voir apparaître certains signes, notamment une perte de poids. Un diabétique de type 2 qui commence à perdre du poids, qui commence à avoir soif, à boire beaucoup, ou qui commence à voir s'élever ses glycémies en fin de journée, alors que jusqu'à présent, le profil c'était plutôt je suis élevé le matin, je suis bien le soir, en fin de journée. Le patient qui commence à voir ses glycémies s'élever en fin de journée, c'est un signe de manque d'insuline, d'insulinopénie. Et dans ce cas-là, il ne faut pas tarder à insuliner un patient qui montrait des stigmates d'insulinopénie. La perte de poids, la soif et on boit beaucoup, et puis l'élévation des glycémies le soir. Alors, Brigitte, est-ce que vous me demandez si les traitements anticholestérol sont compatibles avec la grossesse? Donc non, les statines ne sont pas compatibles avec la grossesse, il faut les arrêter pour une grossesse et il faut surtout faire attention donc, dans ces cas-là à la diététique et puis rediscuter avec votre endocrinologue parce que tout dépend de l'indication de la statine au départ. Est-ce que c'était un patient diabétique qui était à risque? Est-ce que c'est dans le cadre d'une hypercholestérolémie familiale, ce qui nécessite une surveillance un peu plus rapprochée avec un bilan aussi peut-être cardiovasculaire avant la grossesse? Donc là, en cas de grossesse, je pense qu'il est important de faire le point avant la grossesse, donc en préconceptionnel, avec votre endocrinologue pour discuter de la meilleure prise en charge. Alors, donc dans le Velmécia, Régé, non, il n'y a pas de statine. Le Velmécia, c'est un traitement du diabète. La statine, c'est un traitement du cholestérol, de l'hypercholestérolémie. Donc dans le Velmécia, il n'y a pas de statine. Alors, Hélène, vous me dites que vous êtes diabétique de type 2, bien équilibré, vous sous Januvia, vous avez fait 2 infarctus. Votre problème, c'est le poids, 80 kg pour 1,58 m, vous n'arrivez pas à maigrir. Alors, quel médicament peut vous aider? Donc, vous êtes diabétique de type 2, Hélène. Effectivement, vous êtes, je n'ai pas calculé l'IMC, mais je pense que vous êtes en obésité, vu le poids et la taille. Donc, il est important d'envisager une perte pondérale. Je suis d'accord avec vous. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Vous êtes diabétique, donc il est possible de vous prescrire certains types de traitements qui vont pouvoir jouer sur le poids. On a parlé du Forxiga, c'est la nouvelle classe thérapeutique remboursée en France qui fait partie de la classe des inhibiteurs du SGLT2. Ce traitement a montré un effet intéressant, comme on l'a dit, sur l'équilibre glycémique, sur la perte pondérale avec des pertes en moyenne de 2 à 4 kg, et puis sur la prévention cardiovasculaire avec moins d'hospitalisation, notamment pour insuffisance cardiaque. Donc c'est un traitement qu'on peut préconiser chez vous. On peut également préconiser les analogues du GLP-1, donc Trulicity ou Ozempic en injection hebdomadaire, notamment l'Ozempic qui a montré en fait des effets intéressants sur la prévention, sur la morbimortalité cardiovasculaire en prévention secondaire, et vous avez fait 2 infarctus, donc je pense que ce serait une classe, une molécule intéressante chez vous. L'Ozempic se fait en 1 injection par semaine et pourrait permettre à la fois d'équilibrer votre diabète, de vous faire perdre du poids et de prévenir les complications cardiovasculaires. Donc ça, c'est à discuter avec votre diabétologue. Ensuite, on peut vous proposer évidemment pour la perte de poids un suivi diététique. Si vous n'y arrivez pas toute seule, peut-être avoir un suivi avec une diététicienne ou un diététicien régulièrement qui va vous encourager à revoir un petit peu le comportement alimentaire,
rééquilibrer les repas si nécessaire, et puis mettre en place une activité physique régulière, c'est important également. Et si cela ne suffit pas, on peut discuter dans certains cas, alors il faudrait calculer votre IMC, mais si vous avez un IMC, un indice de masse corporelle, qui se calcule par le rapport du poids sur la taille au carré, si vous avez un IMC à plus de 35 et que vous êtes diabétique, vous pouvez aussi intégrer le parcours de chirurgie bariatrique. Donc la chirurgie bariatrique, c'est la chirurgie de l'estomac permettant une réduction pondérale. Ou alors s'il n'y a pas de diabète, on envisage, s'il n'y a pas de diabète, s'il n'y a pas de comorbidité, on envisage la chirurgie à partir d'un IMC de plus de 40, et ça peut être une solution intéressante chez les patients en obésité qui n'arrivent pas à maigrir malgré des mesures hygiéno-diététiques adaptées de plus de 6 mois à 1 an. Donc ça, c'est vraiment à discuter avec votre médecin, avec votre diabétologue, votre endocrinologue qui, je pense, pourra vous aider dans votre parcours de perte de poids. Ahmed, vous êtes diabétique depuis 10 ans, votre hémoglobine glycée est à 6,8%, vous prenez glucophage seul, votre glycémie ne baisse pas, vous êtes obligé de prendre Daonil 5. Est-ce que c'est normal? Alors, votre hémoglobine glycée, Ahmed, elle est dans les objectifs. 6,8%, c'est ce qui est conseillé, vous devez être à moins de 7%. Donc 6,8%, c'est déjà bien. Maintenant, est-ce que votre hémoglobine glycée a été dosée sous glucophage seul ou est-ce qu'elle a été dosée sous glucophage et Daonil? Voilà, là votre hémoglobine glycée est bonne. Après, est-ce que c'est le meilleur traitement pour vous? J'en suis pas sûre. Le glucophage, certes, oui. Le Daonil, on a maintenant, alors c'est un sulfamide hypoglycémiant qui peut provoquer des hypoglycémies. Vu votre niveau d'hémoglobine glycée et vu le fait que vous n'êtes que sous 2 médicaments, peut-être qu'on pourrait proposer chez vous, surtout si vous avez un surpoids, une autre classe thérapeutique. Si vous n'avez pas de surpoids, bon, pourquoi pas. Maintenant, si vous avez un surpoids, je pense qu'on peut vous proposer autre chose. Le fait d'avoir augmenté votre traitement, ça fait partie de l'évolution du diabète. Le diabète, avec le temps, peut se déséquilibrer et peut nécessiter une optimisation thérapeutique. Donc ce n'est pas choquant de voir, à 10 ans d'évolution de diabète, une bithérapie antidiabétique. Donc, Boulerba, vous me dites que vous êtes sous Novomix, donc sous insuline 3 fois par jour. Vous pesez 83 kg, vous faites 1m70 en taille. Comment baisser votre poids? Alors, donc Boulerba, je ne sais pas quel est le type de votre diabète, je pense que c'est diabète de type 2. Ce serait à préciser. Si vous êtes diabétique de type 2, que vous nécessitez de l'insuline, on peut associer un traitement par metformine, par glucophage. Chez le diabétique de type 2, le glucophage peut se prescrire au long cours jusqu'à ce qu'il apparaisse une complication, mais on peut le prescrire indéfiniment. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on passe sous insuline qu'on doit arrêter les médicaments type glucophage ou analogue du GLP-1 qui améliorent donc pour le glucophage la sensibilité à l'insuline et qui favorisent également la perte de poids chez le patient obèse. Donc voilà, il faudrait voir quel est le type de votre diabète, depuis combien de temps il évolue. 3 insulines Novomix, c'est peut-être pas le traitement le plus adapté avec les nouvelles classes thérapeutiques qui sont arrivées, les nouvelles insulines. Donc voilà, ça nécessiterait d'avoir un peu plus de précision. Alors je ne comprends pas la question de Kamel. Vous me dites, quel est le chiffre maximal toléré d'un diabétique de type 2 sous insuline Lantus? Le chiffre maximal lequel? La glycémie. Si vous parlez des glycémies, des objectifs glycémiques, alors les objectifs glycémiques sont personnalisés selon les patients, en fonction de l'âge, en fonction des comorbidités, des complications que vous avez qui sont liées à votre diabète. Maintenant, si votre diabète n'a pas de grosses complications et que vous n'êtes pas très âgé, on va vous conseiller des objectifs glycémiques à jeun le matin entre 0,80 g et 1,30 g. Ça peut varier selon les équipes, avec des équipes qui peuvent conseiller du 0,70 à 1,20. Voilà, donc nous on est plutôt sur du 0,80 à 1,30 ici à Perpignan, et on vous conseillera d'adapter votre dose de Lantus sur votre glycémie du matin à jeun, en adaptant, c'est-à-dire que si vous êtes en hypoglycémie dans la nuit ou le matin à jeun, vous êtes en dessous des 0,80 g, on vous conseillera de baisser votre Lantus de 2 unités si vous dépassez les 10 unités, ou de 1 unité si vous êtes en dessous de 10. Si maintenant vous avez des glycémies à plus de 1,30 g, on vous conseillera d'attendre 2 à 3 jours de suite et d'augmenter votre dose de Lantus par palier de 2 unités selon que vous êtes à plus de 10 unités de dose de base, ou de 1 unité si vous êtes à moins de 10 unités de Lantus.
Voilà, donc on vous conseillera d'adapter votre dose de lentus sur la glycémie du matin à jeun pour des objectifs entre 0,80 et 1,30. Maintenant, si vous me parlez de l'hémoglobine glyquée, on conseille, donc la cible conseillée, c'est une hémoglobine glyquée pour le patient, en général, moins de 7%. Chez le patient chez qui on vient de découvrir un diabète qui n'a pas de grosse comorbidité, on conseillera plutôt 6,5. Chez la femme qui souhaite une grossesse également, chez la femme enceinte également, donc moins de 6,5. Et chez le patient qui est âgé, avec beaucoup de comorbidité, on conseillera d'avoir une hémoglobine glyquée plus haute, 8,5% éventuellement. Voilà. Alors, Stéphane Dacan, vous me demandez quelles sont les contre-indications pour le Forxiga. Donc le Forxiga n'est pas indiqué actuellement chez le diabétique de type 1. Donc chez le diabétique de type 1, chez le diabétique insulinopénique, puisqu'il peut... il a été montré dans les études qu'il y avait un risque d'acidocétose diabétique chez les patients insulinopéniques à glycémie non réellement élevée, donc il faut faire attention chez les patients insulinopéniques. Ce médicament ne doit pas être prescrit à l'heure actuelle selon les recommandations actuelles chez le patient insuffisant rénal, donc il ne doit pas être initié si la clairance de la créatinine est à moins de 60 ml/min et il doit être arrêté si la clairance est inférieure à 45. Il faut se méfier également chez le patient qui a une artérite sévère des membres inférieurs qui a nécessité une amputation ou qui n'a pas été revascularisé et qui a un risque important de plaie. On n'a pas tendance à prescrire ce traitement dans ces situations-là. Que vous dire d'autre? Chez le patient qui a fait des infections urinaires et génitales très sévères, ce médicament ne doit pas être prescrit également, notamment sur les antécédents de gangrène de Fournier. C'est un peu particulier, mais voilà, sur les infections génitales et urinaires sévères, évitez ce traitement. Et chez le patient de plus de 75 ans, le traitement, il n'est pas conseillé de prescrire ce traitement non plus. Alors, donc Ahmed, vous êtes en surpoids et vous me dites, voilà, vous m'aviez dit sous glucophage Daonil, vous êtes en surpoids. Moi, je pense qu'il serait intéressant, plutôt que le Daonil, de mettre en place un traitement plutôt par, comme je vous l'ai dit, inhibiteur du SGLT2, donc c'est le Forxiga. Après le Forxiga, comme on l'a dit, il y a certaines indications dans le Forxiga. Il ne faut pas être âgé de plus de 75 ans, il faut avoir une bonne fonction rénale. Voilà, donc ça c'est vraiment à discuter avec votre diabétologue parce que c'est un médicament qui s'initie par le diabétologue et qui peut être renouvelé par la suite par le médecin généraliste, mais c'est une prescription initiale par l'endocrinodiabéto. Donc on peut discuter ce traitement chez vous. On peut discuter également le traitement par analogue du GLP1, donc Ozempic ou Trulicity en injection hebdomadaire. Je pense que ça pourrait être adapté chez vous s'il n'y a pas de contre-indication, si vous n'avez pas fait de pancréatite qui contre-indiquerait ce traitement notamment, donc à discuter avec votre médecin. Alors, donc les seuils de LDL cholestérol ont été revisités par l'ESC, me dit Youssef, à cause de la commercialisation de l'ézetimibe et ses associations. Non, en fait, c'est pas ça qui. L'ESC ne s'est pas basé sur la commercialisation de l'ézetimibe qui était commercialisée depuis beaucoup plus longtemps. L'ESC s'est basé sur les études dont on a parlé. Il y a eu de multiples études. Je relis votre question. Sont trop basses, sachant que ce cholestérol est nécessaire. D'accord, ok. Donc, effectivement, le cholestérol, je suis d'accord avec vous. Le cholestérol est nécessaire dans la fabrication des hormones, pour la constitution de la vitamine D, pour les membranes cellulaires. Mais on ne parle pas du cholestérol en tant que tel, on parle de l'excès de cholestérol. Ça, c'est complètement différent. L'excès de cholestérol, il y a maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est indiscutable, les études ont montré que l'excès de cholestérol favorisait la morbimortalité cardiovasculaire, les AVC, l'infarctus du myocarde, l'artérite des membres inférieurs et les décès cardiovasculaires. Donc on ne revient pas là-dessus. L'ESC, elle s'est basée sur les études et non pas sur la commercialisation des étimibes ou d'autres médicaments. Donc elle se base sur des études. Et comme je vous l'ai dit, il y a une étude intéressante qui a montré que la baisse du LDL cholestérol, une baisse de LDL cholestérol de 0,39 g par litre, entraînait une baisse des événements cardiovasculaires de 23%, des décès cardiovasculaires de 20%, des AVC de 17%. Donc la baisse du LDL cholestérol, et les niveaux de baisse de LDL cholestérol ont été décidés selon les résultats des études.
Et il y a maintenant de multiples études, il y a même des méta-analyses qui ont été faites sur 10 000 patients, voire plus, qui montrent une réduction de la plaque d'athérome au niveau des artères. Lorsqu'on compare un groupe placebo et un groupe statine, on constate que la plaque d'athérome au niveau de l'artère va évoluer dans le groupe placebo alors que sous statine, elle va réduire. Donc ça a été prouvé. Et puis, comme je vous l'ai dit, on a montré une diminution du risque cardiovasculaire, de la morbimortalité cardiovasculaire en termes au niveau clinique. Donc là, j'ai une étude en tête, si je ne me trompe pas, une étude qui a été publiée en 2016 dans une revue reconnue, qui a étudié, si je ne me trompe pas, 10 000 patients et qui montrait qu'on évitait, en visant un objectif de LDL cholestérol autour des 0,5-0,7 grammes par litre, on évitait 1440 événements cardiovasculaires. Donc ce n'est pas rien. Ça veut dire que ces 1440 patients auraient pu faire un problème cardiovasculaire. Donc voilà, je pense que ces recommandations, elles se basent vraiment sur des études qui ont été validées et non pas sur la commercialisation des médicaments. Et je pense que c'est important de les prendre en considération. Ensuite, alors, le problème que vous posez, genre chloroquine versus vaccin et Raoult, alors, la chloroquine a été largement débattue. Hein. Vous savez que il y a eu une étude là récemment qui est parue dans le Lancet, qui en fait invalidait, comment dire, qui en conclusion disait que finalement la chloroquine n'avait pas d'effet sur les infections Covid sévères et entraînait, comment dire, et s'accompagner d'un risque cardiaque majoré. En fait, finalement, on revient sur cette étude. Il semblerait que les résultats ne soient pas aussi fiables qu'on le pense. Et l'OMS a autorisé, a relancé en fait les études sur la chloroquine. Donc voilà, je n'ai pas plus d'avis sur la question. Je pense qu'il faut attendre des études bien faites, randomisées, correctement conduites. Donc je ne pourrais pas répondre à cette question. Ensuite, Makinoudine, vous me dites que vous utilisez la Basaglar en remplacement de la Lantus, que vous avez un taux élevé de triglycérides. Est-ce que c'est dû à ça? Alors non, la Basaglar et la Lantus, c'est la même molécule. En fait, la Basaglar, c'est le biosimilaire de la Lantus, c'est de l'insuline glargine. Donc, ça n'a rien à voir. Votre taux élevé de triglycérides, ce n'est pas parce que vous avez changé d'insuline que vous avez un taux de triglycérides élevé. Comme je vous l'ai dit, le taux de triglycérides est très sensible à l'alimentation et très sensible à la diététique. Et je pense que c'est peut-être lié à une modification de votre diététique récemment. Donc, il faut revoir en fait surtout la diététique à ce niveau-là. Pierre, vous me dites, une perte de poids chez un diabétique de type 2 a-t-elle un rapport avec un traitement par statine ou pas? Alors, la perte, je ne comprends pas trop bien votre question. Une perte de poids va être intéressante pour faire baisser le LDL cholestérol, faire baisser les triglycérides. Maintenant, est-ce que ça a un rapport avec les statines? Si vous êtes sous statine et que vous perdez du poids, on peut réévaluer votre bilan lipidique. Comme je vous ai dit, moi je pense que le traitement par statine est complémentaire de la diététique. Je ne pense pas qu'on puisse se passer d'un traitement par statine, à moins que vous ayez complètement, drastiquement changé vos habitudes alimentaires, perdu beaucoup de poids, auquel cas on peut réévaluer votre bilan lipidique. Et puis, si le LDL cholestérol est vraiment bas, tenter un arrêt du traitement par statine si vous arrivez à maintenir une diététique adaptée. Et puis voir, on peut refaire un bilan lipidique, comme je vous ai dit, à 3 et 6 mois. Et si on voit que le LDL cholestérol remonte, eh ben, on reprendra le traitement si nécessaire. Alors, par rapport, Youssef, vous me dites, par rapport au risque d'Alzheimer au long cours, alors je n'ai pas connaissance de ces études-là. J'ai connaissance d'autres études qui parlaient d'un risque majoré de diabète sous statine et d'hémorragie, d'AVC hémorragique. Alors, c'est vrai que il a été prouvé dans certaines études qu'il y avait des risques de ce type-là, mais il faut toujours peser la balance bénéfice-risque. C'est-à-dire que lorsqu'on prescrit un traitement par statine, on ne le prescrit pas parce qu'on a envie de prescrire un traitement par statine. On le prescrit chez un patient qui est à risque cardiovasculaire. Donc les diabétiques, ils sont en général à haut risque ou à très haut risque cardiovasculaire. On peut être aussi à risque modéré dans certaines situations, mais si on prescrit un traitement par statine, c'est parce que le patient est à risque.
Et pourquoi on va prescrire un traitement par statine? C'est pour éviter les événements cardiovasculaires. Donc certes, il a été montré dans l'étude dont je vous parlais, qui a été publiée là en 2016, qui étudiait, si je ne me trompe pas, 10 000 patients diabétiques et qui montrait qu'on avait une réduction des événements cardiovasculaires de 1400 à peu près événements cardiovasculaires. Effectivement, il a été montré qu'on avait 5 à 10 AVC hémorragiques et 50 à 100, je crois, si je ne me trompe pas, survenus de diabète. Maintenant, il faut, comme je vous ai dit, peser la balance bénéfice-risque. Si on évite 1400 événements cardiovasculaires par rapport à la faible proportion d'AVC hémorragique, je pense que vraiment c'est à discuter. Enfin, c'est à discuter. Non, ça paraît indiscutable. C'est-à-dire qu'on évite quand même les infarctus du myocarde, les AVC ischémiques et l'artérite des membres inférieurs. Le patient diabétique est un patient qui est à haut risque ou très haut risque dans la plupart des cas. Donc on ne revient pas en fait sur l'indication de la baisse du LDL cholestérol. L'HAS a pris position également suite à cette polémique de 2013. L'HAS a pris position en disant qu'on ne revenait pas en fait sur ces recommandations de baisse du LDL cholestérol chez le patient en prévention secondaire ou en prévention primaire à haut risque. Voilà, donc je pense que c'est le message qu'il faut garder aujourd'hui. Alors, donc, ben, je pense qu'on a fait le tour. On arrive au terme de notre e-live. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. J'espère avoir répondu à vos questions. Et puis je vous souhaite donc une très bonne journée, un bon week-end. On vous retrouvera la semaine prochaine. Le terme n'est pas encore défini, vous l'aurez sur le site, avec également un article qui sera publié en début de semaine. Voilà, donc je vous dis au revoir et vous souhaite un très bon week-end. À bientôt.